révolte de commerçants de la ville de Ouagadougou, ils exigent la réouverture de leur marché. Fatigués de rester à la maison sans un rond pour nourrir la famille, à l'image de leurs collègues du Grand Marché Rodwoko, ils veulent travailler. Ce 27 avril, entrée en vigueur du port obligatoire du masque au Burkina Faso, le constat de ce premier jour dans ce journal, mesure bien appréciée mais les habitudes ont la peau dure. Et puis, gros plan dans ce 9h30 sur le marché du masque, production, qualité, entretien. Vous aurez également dans ce 9h30 le témoignage d'une famille à la fois dans la douleur et dans la colère. 40 jours après la mort de la députée Rosemary Compaoré, sa famille reste dans le flou à propos de la maladie qui l'a emportée. La vice-présidente du Parlement burkinabé est-elle vraiment morte de Covid-19 comme annoncé par l'autorité sanitaire? La famille court toujours derrière une preuve non encore fournie. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Nabia, Sankariar ou encore Dissiar, ambiance de révolte ce lundi dans plusieurs marchés du secondaire de la capitale burkinabé. Des commerçants fatigués de rester à la maison pour cause de fermeture de leur lieu de travail. Mesures liées à la crise sanitaire. Ils disent être financièrement épuisés et ils sont décidés à obtenir la réouverture de leur marché. Majid Bakwa. Des passagers empêchés de poursuivre leur route ce 27 avril sur l'avenue Babangida menant à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. La raison, des commerçants du marché Nabiyar très révoltés contre la non-réouverture de leur marché ont barré la voie empêchant toute circulation sur cette avenue. Un peu plus loin au marché Sankariar et Dissiar, le constat est le même. Impossible de se frayer un chemin. Les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir. Après plus d'un mois de fermeture des marchés Zéya, ces commerçants ne tiennent plus le coup financièrement. C'est la traversée du désert. Ils protestent donc pour la réouverture de leur marché afin d'atténuer leur souffrance. C'est dans le marché que nous survivons. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas nous vendre. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché. En 2 jours, c'est pas un 2 jours, c'est pas un petit jour. Ouais, nous aussi, nous ne sommes pas les gens aussi, ils vont utiliser pour jouer ça. Ce que nous on veut, c'est qu'on va venir ouvrir nos marchés seulement, c'est ce que nous on veut. Ces commerçants sont prêts à tout pour regagner leur lieu de travail. Ils sont même formels. Si toutefois les marchés ne s'ouvrent pas, ils utiliseront d'autres moyens pour se faire entendre. Il n'y a même pas la suite de grève continue même. Peut-être que nous allons casser même le marché, même rentrer pour vendre. Parce qu'on n'a rien. Actuellement, tu peux demander à quelqu'un, il n'a même pas 5 francs. C'est demander 500 mètres l'essence, demander 1000 francs, laisser l'argent que tu portes. Comment voir? Et quelqu'un ne travaille pas dans 32 jours. On n'a qu'à voler, on n'a qu'à faire quoi? Si on n'ouvre pas à partir de demain, les mesures que nous allons prendre, même si c'est à caution, on va rentrer. Dans son message à la nation le 2 avril dernier, le président du Faso annonçait des mesures d'accompagnement pour les commerçants vulnérables des marchés Zéyar fermés. Mais jusqu'à présent, ces manifestants disent n'avoir rien reçu. Le riz, ils disent qu'ils ont amené le riz, ils disent qu'ils ont amené l'argent. Nous, on n'a rien vu. Nous, on ne veut rien même d'eux, on ne veut rien d'eux. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché de la façon que nous cherchons toujours, que Dieu nous donne à manger. Ces mouvements qui interviennent après la réouverture du marché central de Ouagadougou et celui de Bobo Dioulasso visent, selon les manifestants, à interpeller les autorités sur leur sort. On vient de l'apprendre dans le secteur de l'éducation. Reprise administrative prévue pour le 4 mai prochain. Les activités pédagogiques pour les élèves en classe d'examen reprendront progressivement le 11 mai. Et puis pour les classes intermédiaires, ça sera pour le 25 mai. Premier jour de port obligatoire de masque ce lundi au Burkina Faso, dans les rues de Ouagadougou. Qu'en est-il du respect de cette mesure de riposte contre la Covid-19? Bien accueilli dans l'ensemble, même si les habitudes ont la peau dure. Constat d'Archimède Boy. Ici, sur la terrasse de ce cafétéria, Aboubacar, un habitué du coin, ne porte pas de masque. Ce lundi 27 avril, il sait que son port est obligatoire pour éviter la propagation du coronavirus. C'est normal que les gens portent le masque. Moi-même j'en ai et en circulation je le porte. Mais en descendant de la voiture, je l'ai oublié dedans. Les mesures prises par le gouvernement sont très bien et chacun doit les respecter car c'est pour que la maladie ne se propage pas. Parmi ceux qui ne portent toujours pas le masque, Basile distingue 2 catégories. Il y a ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne savent pas qu'on a une pandémie qui est dangereuse et qui sont sous-informés. On a une catégorie de gens qui sont informés, mais qui se disent bon, ça n'arrive qu'aux autres. Il y a donc un travail à faire pour amener tout le monde à entrer dans la danse. Il faut sensibiliser.
Il faut sensibiliser. Beaucoup ne comprennent pas que c'est dangereux en fait. Il faut sensibiliser. Si sur le marché, on trouve plusieurs types de masques, les choix sont liés soit à l'accessibilité pour certains, soit à la qualité pour d'autres. D'abord, j'ai pris ce qui me semblait le plus accessible actuellement, vu qu'on en vend pratiquement partout. Et en plus, il y a aussi le design. Quand ça te plaît aussi, bon, ça donne plus envie de porter, quoi. C'est un choix personnel, mais en même temps, c'est lié à la confiance. Parce que je porte ce masque-là parce que je sais quelles sont les vertus, ou comment, je ne sais pas comment appeler ça, mais je sais en quoi ce masque-là me protège. Et ce masque-là, par exemple, je sais que si tout le monde porte ce masque-là, on est prémunis. Ça n'empêche pas d'avoir le virus, mais ça empêche de contaminer. Donc si vous avez le masque, moi j'ai le masque, si dans l'entreprise tout le monde a le masque, ben il n'y a pas de souci. Pour l'heure, le gouvernement burkinabé n'a pas prévu de sanctions à l'encontre des contrevenants. Elle compte plutôt sur le sens de la responsabilité des uns et des autres pour faire reculer la maladie. Porter le masque pour faire barrière à la pandémie et surtout bien porter et surtout bien entretenir. Quelques astuces avec Abdourazak Traoré. Sur le marché burkinabé, il y a essentiellement deux grands groupes de masques de protection. Il y a d'abord des masques médicaux destinés à filtrer les bactéries et à éviter de contracter le virus. Il y en a de plusieurs types avec des niveaux de filtration variables et sont importés au Burkina Faso. Ces masques sont généralement portés en milieu sanitaire, mais peuvent aussi être portés par le grand public. Après 3 à 4 heures d'utilisation pour certains et 8 heures pour d'autres, leur efficacité n'est plus garantie. Il faut donc s'en débarrasser. Le prix des masques sanitaires les plus disponibles varie entre 500 et 7000 francs CFA. On comprend donc aisément le choix de la majorité des Burkinabés pour le deuxième groupe de masques majoritairement produits sur place avec des tissus traditionnels comme le faso d'Anfani ou le coco d'Onda. Ce masque est moins cher, le gouvernement veut qu'il soit vendu à 300 francs l'unité, mais sur le marché, le prix varie entre 200 et 2000 francs CFA selon le standing. Il n'est pas aussi efficace que les masques chirurgicaux, selon plus d'un spécialiste, mais peuvent protéger contre la Covid-19. Il s'agit en fait des écrans anti-postillon pour ceux qui ont été certifiés par l'ABNORM. L'autre question maintenant, c'est de savoir comment entretenir ces masques. C'est-à-dire, le masque doit être personnalisé. Ce n'est pas un masque où on doit l'amener et toute la famille peut prendre le même masque pour utiliser. Pour son entretien, si vous portez le masque à la fin de la journée, c'est conseillé que vous puissiez laver le masque pour une utilisation future. Et pour cela, vous devez tremper, en tout cas votre masque à la fin de la journée, dans de l'eau bouillante. Vous le trempez dans l'eau bouillante pendant au moins 20 minutes parce que la chaleur permet en tout cas d'inactiver le virus. Après, vous rincez vous le lavez avec du savon et vous rincez à l'eau. Si vous avez une solution désinfectante comme l'eau de Javel, vous pouvez tremper en tout cas ce masque dans de l'eau de Javel à 0,05%. Et vous rincez et vous étalez. Rincer et étaler pour séchage. Mais où sécher le masque sans qu'il ne soit exposé au virus? Justement, quand vous le lavez, quand vous avez là où vous étalez, on ne peut pas l'étaler n'importe où, mais il faut l'étaler en tout cas à l'abri des poussières pour que ça puisse sécher et ne pas prendre de la poussière parce que nous ne savons pas qu'est-ce que la poussière contient. Voilà, donc vous pouvez chercher un endroit un peu calme entre les murs et vous le laissez là-bas, je pense qu'il va sécher. Maintenant que votre masque est bien séché, comment le porter en toute sécurité? Et vous mettez, et une fois que c'est mis, vous pouvez ajuster pour que ça couvre le nez. Le processus ne change pas profondément, même quand il va s'agir des masques locaux en production massive actuellement. Toujours tenir par les bretelles et éviter de toucher l'intérieur. On peut attraper l'extérieur et puis on coupe rapidement comme ça et c'est OK.
L'autre conseil pratique, c'est de véritablement s'assurer que les masques ne soient pas à la portée des tout-petits. Sinon, le résultat risque d'être fatal. Il faut éviter cela. Quand vous enlevez votre masque, il faut aller immédiatement vers les lavages. Si vous ne voulez pas les laver immédiatement, vous pouvez chercher un sachet ou un récipient réservé à cela où vous allez le mettre hors vraiment de la portée des enfants. Hors de la portée des enfants, mais aussi loin des manipulations sans aucune précaution. Ici, le message est directement adressé aux revendeurs qui ne prennent pas la peine de protéger leurs produits. Éviter de les exposer comme ça à l'abri de tout. Et surtout éviter que les clients ne veuillent essayer ces masques et puis les épaules. Et bien sûr, inutile de vous rappeler que toute manipulation sur le masque doit être précédée et suivie d'un lavage de mains afin d'éviter toute contamination. Et la question maintenant, c'est de savoir si les acteurs locaux sont capables de satisfaire la demande de masques. En tout cas, le gouvernement est confiant, pas question d'importer. La mission a été confiée à la Confédération Coton Textile Habillement du Burkina, mais 3 semaines après, difficile de constater des avancées sur le terrain. Des couturiers et stylistes se plaignent du coût unitaire fixé. C'est un sujet d'Abdourazak Traoré. Coronavirus oblige, tous les couturiers de l'atelier de Yacouba Kaboré font désormais dans la production de masques. Ici, 200 cache-nez sont confectionnés par jour. Bon, j'ai beaucoup hésité et après un sursaut patriotique, suite à l'appel du président, j'ai reçu une commande de 200 cache-nez à livrer ce jour, aujourd'hui, jeudi. Donc à partir de cet instant, l'initiative est partie et les gens ne font que demander. Plus qu'une production visant à protéger contre le coronavirus, confectionner des masques est une question de mode. À Belmo Design, c'est le style qui est mis en avant. Beaucoup de gens viennent pour commander. Voilà. Parce que souvent aussi, c'est le design aussi qui compte, quoi. Voilà. Et des clients personnels il y a des gens qui aiment les trucs un peu spéciaux aussi. Voilà. Fashionné. Des masques pour se prémunir, mais aussi pour être dans la tendance vestimentaire. Le constat est là, ce n'est pas la compétence qui manque pour contribuer à produire ces millions de masques pour faire face à la demande qui sera très certainement forte avec l'entrée en vigueur du port obligatoire. Par contre, le grand défi reste le respect des normes édictées par l'ABNORM, l'Agence nationale de normalisation et de la métrologie. À la date du 27 avril 2020, la structure n'avait reçu qu'environ 10 échantillons de masques à analyser. J'avais dit, mais je reviens là-dessus. L'ABNORM a élaboré une norme sur les masques barrières. Dans cette norme, il y a les exigences de qualité, mais il y a aussi les lignes directrices pour la conception artisanale des masques. Donc, ils doivent se procurer de cette norme et s'approprier de cette norme dans la fabrication de leurs masques. La norme, elle est gratuite parce que généralement, les normes sont vendues. Si les couturiers et stylistes ne prennent pas d'assaut l'ABNORM, c'est peut-être parce que l'issue ne rapporte pas grand-chose. Sans cette normalisation, les masques s'achètent comme de petits pains. Alors, quelle peut être finalement la plus-value d'une qualification pour ces acteurs? Au-delà des aspects pécuniaires, c'est la préservation de la santé publique qui devrait primer. En tout état de cause, cette normalisation n'est pas contraignante, c'est plutôt une recommandation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. La note qu'il a annoncée a également évoqué l'entrée en action de la Confédération Coton Textile Habillement Burkina. La CCTH, c'est la Confédération Coton Textile du Burkina Faso, qui regroupe depuis les producteurs, les unités de grainage, Filsar et les couturiers, les designers, les experts, les modélistes. Ils ont mis une confédération en place et nous nous sommes adressés à cette confédération qui aujourd'hui a travaillé sur un cahier des charges conformément donc à la norme et qui a commencé donc à produire. Sauf qu'il est impossible de constater sur le terrain le travail de cette structure appelée à produire autant de masques
pour les Burkinabés. Son président n'a pas souhaité nous donner plus de détails. Il s'est contenté d'affirmer que l'organisation est en cours. Mais selon les informations qui nous parviennent, il y a des blocages dans l'organisation. Certains acteurs, comme les couturiers et les stylistes, estiment dérisoire le prix unitaire. En clair, la CCTH voudrait commander un masque à hauteur de 200 francs CFA. Oui, j'ai eu quelques informations, voilà, comme des collègues aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup aussi sont réticents par rapport au prix. Ils trouvent que le prix est trop bas. Ils essaient vraiment d'aller, voilà, pour prendre aussi le marché et venir faire. Parce que le prix ne les arrange pas. Des divergences qui doivent impérativement être résolues afin de rendre disponibles les masques au grand bonheur des populations. Car pour l'heure, la seule commande de la CCTH connue et qui avance bien, c'est celle faite chez les forces armées nationales. 2 millions de masques y ont été commandés sur 12 millions nécessaires pour doter les élèves et le personnel éducatif. Le reste n'attend donc que la cohésion au sein des acteurs pour satisfaire la demande qui va très au-delà des besoins du secteur de l'éducation. Un secteur qui attend certainement sa commande avant d'autoriser la réouverture des salles de classe. Retour ce soir sur l'amertume d'une famille, celle de la députée et vice-présidente du Parlement burkinabé, décédée il y a plus d'un mois maintenant. Une quarantaine de jours après, la polémique reste intacte. La députée Rose-Marie Compaoré est-elle vraiment décédée de la Covid-19? C'est ce que pense la coordination de la riposte à la maladie. Mais du côté de la famille et de la défunte, on reste dans le doute. Jusque-là, aucune preuve de Covid-19 n'a été présentée. La douleur est double. Abdourazak Traoré. Un accident, une erreur médicale, moi, il n'y a pas de problème. Mais le mot Covid-19 là, c'est ça qui me traumatise. Traumatisme, amertume, voilà ce qui se laisse apercevoir dans la famille Compaoré 40 jours après le drame. Des regards vides et fades qui traduisent l'absence de paix intérieure depuis l'annonce officielle. La douleur est double. D'abord, l'immense chagrin dû à la disparition d'un être cher et ensuite, la peine intense causée par les différentes sorties officielles sur le cas de la disparue. La députée Rose Compaoré est arrivée au CHU de Tengandougou le 16 mars et le lendemain 17 mars, elle a trépassé. Si tant est qu'elle est décédée de coronavirus, pourquoi plus d'1 mois après, personne n'a contracté la maladie parmi ses proches? Ou encore, en 24 heures, comment les médecins ont-ils pu effectuer un test de dépistage? L'époux de la regrettée est assailli de questions sans réponse. Même s'il y a eu test, ils ne peuvent pas avoir les résultats. Parce qu'à ce que nous on cherche, on nous a toujours chanté qu'il faut 3 jours. On a suivi des émissions avec des membres du gouvernement. Il faut 72 heures pour avoir les résultats. Ma femme n'a fait que quelques heures. Comment ont-ils fait pour détecter qu'elle avait Covid? Alors qu'à la rentrée, professeur Drabo a confirmé et infirmé qu'elle n'a pas, ils n'ont pas fait de test de Covid-19 sur mon épouse. Le médecin traitant qui affirme ne pas être au courant d'un quelconque test de dépistage à la Covid-19 et de l'autre côté, la coordination qui soutient Mordicus que le décès est dû au coronavirus. La famille décide alors d'aller à la recherche du dossier médical. Que les enfants sont partis pour chercher le dossier médical de leur maman, on les a dit d'aller en justice. Et ils ont failli venir aux mains. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Comme nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Un sentiment d'impuissance face aux institutions étatiques. La famille s'en remet à Dieu. Je ne peux que me morfondre. Qu'est-ce que je peux faire face à la puissance de l'administration, à la puissance du gouvernement? Qu'est-ce que je peux faire? C'est le gouvernement qui a dit. Alors, c'est une conférence gouvernementale qui a annoncé. Qu'est-ce que je peux faire? La douleur devient extrême
et insupportable quand Madame le ministre de la Santé fait cette annonce devant la représentation nationale. Nous continuons à entretenir des échanges avec la famille. La semaine dernière, les médecins ont encore reçu l'époux pour mieux se comprendre. Avec le respect que je dois à la représentante du gouvernement, j'ai dit sur place, au moment où il s'adressait à la nation, au peuple burkinabé, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elle était en train de mentir. Jamais été approchée, ni rencontrée par un envoyé ou un technicien du ministère. Il en est de même quant à la désinfection du domicile annoncée plus d'une fois par les autorités sanitaires. Ça dépend de ce que vous appelez désinfection. Si c'est le travail physique que je connais, depuis le décès jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu une équipe technique venir ici pour désinfecter ma cour. Peut-être qu'ils ont désinfecté d'autres cours, mais pas la cour de la défunte. S'il y a une équipe qui dit qu'ils sont venus, j'aimerais qu'ils se présentent et qu'ils disent c'est à quel moment, à quelle heure, ou la nuit, ou bien c'est par hélicoptère qu'ils ont défecté. L'autre information qui trouble le sommeil des proches de la disparue, c'est bien cette autre annonce tendant à dire que Rose Compaoré a été admise à l'hôpital dans un état comateux. A mentionné que ma femme est arrivée comateux. C'est archi faux. C'est archi faux parce qu'une femme qui arrive comateux, qui arrive à donner de l'argent à son service technique, en tout cas, c'est vraiment du jamais vu. Quand le professeur Martial Ouedraogo soutient que ce sont les équipes de riposte à la maladie qui se sont occupées de l'inhumation, M. Compaoré se dit scandalisé. Il affirme n'avoir jamais aperçu le personnel soignant lors de l'enterrement. 40 jours après, je sais que c'est fini pour ma femme, mais au moins qu'on rétablisse la vérité afin que l'âme de mon épouse puisse définitivement se reposer. Voici l'ultime souhait de Amadou Compaoré. Définitivement se reposer. Voici l'ultime souhait de Amadou Compaoré. Et on apprend qu'une délégation conduite par la ministre de la Santé s'est rendue hier dimanche au domicile de la famille Compaoré. La situation nationale qui fait réagir l'UNUPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, le parti de l'œuf appelle à une union sacrée des Burkinabés et salue au passage l'allègement progressif des mesures de restriction. Luc Pabelgem. Cette sortie médiatique du parti de l'œuf s'est résumée en une lecture sur les conséquences du terrorisme, de la pandémie de la Covid-19 et de la fronde sociale sur le développement économique du Burkina Faso. L'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, a rappelé la nécessité de ne pas baisser la garde face au terrorisme, même dans un contexte de coronavirus. La pandémie de la maladie à coronavirus est certes un drame mondial, mais l'UNIR-PS soutient avec force que le Covid-19, au lieu d'être une catastrophe apolitique, devrait être une opportunité, voire même une aubaine pour enfin permettre à nos États d'amorcer un développement endogène de transformation structurelle basée sur les changements de comportement et de mentalité. La Covid-19 est tombée sur le Burkina Faso sans prévenir. Malgré cela, le gouvernement a su apporter une réponse à même de contenir la maladie, se félicite l'UNIR-PS. Sans céder à la passion et à la panique, le gouvernement a su contenir la pandémie dans ses proportions les plus inquiétantes avec des mesures, certes conjoncturelles, mais nécessaires pour freiner la propagation du virus. Aussi, les insuffisances et les lenteurs constatées n'ont pas été un aveu d'impuissance ou d'échec, mais le résultat d'une extrême prudence que recommande la gestion d'un virus qui défie toute l'humanité. Aussi, voudrions-nous saluer tous les efforts du gouvernement et le féliciter pour son plan de riposte. Au-delà de la psychose de la maladie à coronavirus, la vie doit reprendre, estime le parti de Maître Benewende Sankara. Toutefois, la rigueur et la discipline individuelle et collective doivent être de mise si les populations veulent continuer à mener leurs activités.
Le gouvernement doit rester à l'écoute du peuple et surtout répondre à ses attentes les plus pressantes, telles que l'ouverture des marchés et commerces, la reprise des classes, la prise en charge des malades et du personnel soignant, etc., etc., et sans que cela ne puisse jouer sur la propagation du virus Covid-19, dit-on. En tout état de cause, je dis bien en tout état de cause, la vie doit reprendre et l'État doit s'assumer pleinement en toute responsabilité. La pandémie de la Covid-19 a des répercussions terribles sur l'économie nationale avec une croissance annoncée pour passer de 6,3 à 2%. Une telle situation recommande une solidarité agissante, mais dépouillée de toute publicité comme les soutiens de l'UNIRPS dès les premières heures de la maladie au Burkina Faso. Plus de 3500 cas déclarés, 117 décès dans la zone UEMOA. Les chefs d'État de cet espace économique ont pris des décisions pour contrer la Covid-19. On parle de bons Covid-19 qui vont permettre aux États d'avoir des ressources pour la lutte. Les chefs d'État de l'UEMOA étaient en session extraordinaire ce lundi. Madina Siedou. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans l'espace UEMOA, la Banque centrale met des bons Covid-19 à la disposition des États membres. La durée de maturation de ces bons est fixée à 3 mois renouvelables une fois, mais les chefs d'État souhaitent que le renouvellement se fasse à plein temps. Les réflexions se poursuivent donc pour voir si on ne peut pas faire en sorte que ces bons Covid-19 soient des bons qui soient renouvelables tout court, au lieu de dire renouvelable une fois. Donc c'est des réflexions qui se poursuivent. Des orientations étaient données également à ces institutions de mener la réflexion sur la durée. Parce que pour l'instant, cette réflexion est fondée sur le fait que d'ici le mois de juin, on aura terminé avec la pandémie. C'est une hypothèse. Et cette hypothèse nous amène déjà à un taux de croissance qui devait être de 6,6%, qui est estimé aujourd'hui à 2,7%. Si elle se prolonge, c'est comme je vous ai dit pour la CEDEAO, nous serons dans une situation de récession et donc de crise un peu plus importante. Outre les mesures économiques, la conférence des chefs d'État tenue ce 27 avril a décidé de la suspension du pacte de convergence. Vous savez, c'est un pacte qui permettait le contrôle multilatéral des économies, avec des règles, comme vous savez, telles que le déficit budgétaire ne doit pas excéder 3%, ainsi de suite. Au regard donc de la situation actuelle, la conférence des chefs d'État a décidé de suspendre, je dirais, ce pacte de convergence en attendant que lors de notre prochain sommet au mois de juillet, nous puissions donc en rediscuter. Et je dois dire qu'on doit en rediscuter parce que simplement, ce pacte de convergence UEMOA doit être en phase avec celui qui est au niveau de la CEDEAO également. Plus de 3500 cas confirmés de la Covid-19, dont 117 décès. C'est l'évolution de la pandémie du coronavirus dans l'espace UEMOA. Au cours de leur concertation par vidéoconférence, les chefs d'État ont souhaité une coordination avec la CEDEAO à travers l'OAS pour une vision globale de la situation du nouveau coronavirus dans les différents États membres. Autre session, celle des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Défense des pays du G5 Sahel et leurs homologues, la France. Il a été également question de Covid-19 et de suivi du sommet de Pau en France. Roméo Kuita. Derrière leurs ordinateurs et chacun dans son bureau, les ministres Chérif Sy de la Défense et Alpha Bari des Affaires étrangères interagissent avec leurs homologues du G5 Sahel et de la France. Au menu des échanges, le suivi des recommandations du sommet de Pau tenu le 13 janvier dernier en France. Le point des opérations militaires dans l'espace G5 Sahel. À ce niveau, la réflexion est menée sur une accentuation des interventions dans la zone des 3 frontières. Mali, Niger, Burkina Faso, l'une des zones qui subit la grande partie des actes terroristes d'envergure. Il est aussi question au cours de ce Conseil des ministres virtuel du retour de l'État dans les localités sous grande influence de l'ennemi.
Au chapitre des affaires étrangères, le chef de la diplomatie burkinabé travaille au retour au bercail des compatriotes bloqués en France à cause du coronavirus. Et les négociations seraient sur la bonne voie. Je voudrais me féliciter de la bonne disposition de nos partenaires français pour le rapatriement de nos compatriotes qui sont bloqués en France. Et nous avons demandé que ça s'étende à l'ensemble de l'Europe parce qu'il y a déjà eu une opération que nous avons menée avec succès en ce qui concerne le Burkina Faso, puisque le 24 avril, nous avons fait rentrer 15 Burkinabés qui étaient bloqués en France. Il y avait 22 inscrits, mais à l'arrivée, ils étaient 15 à se présenter. Des opérations du même type ont déjà été menées en Tunisie et en Guinée, ayant permis à des dizaines de Burkinabés de regagner la mère patrie. D'autres opérations de rapatriement avec la Turquie sont en cours, indique Alpha Bari. Soulagement pour les déplacés de Rimkieta dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Il y a une semaine devant les caméras de la télévision BF1, ils décrivaient leurs conditions de vie difficiles et faisaient cas de leur inquiétude face au manque de vivres. Eh bien, ce cri de détresse a été entendu hier par l'ONG Kwesienne Direct Aid qui a volé à leur secours à travers un don de vivres, de quoi leur redonner le sourire. Roméo Kweta. Dans quelques jours, on risque de ne plus avoir de quoi mettre sous la dent. Pour nous, ce n'est pas grave, mais nous craignons pour nos enfants. C'était le cri de cœur d'une déplacée dans un reportage de la télévision BF1. Elle craignait pour les enfants car la nourriture commençait à se faire rare. Une semaine plus tard, la voici de nouveau, cette fois-ci recevant symboliquement des vivres au nom de ce groupe de déplacés installés au quartier Rimkieta, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Une quinzaine de sacs de riz, de l'huile, du spaghetti et du sucre leur sont offerts. Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir envoyé ces bienfaiteurs. Nous leur disons infiniment merci et que Dieu le leur rende au centuple. Le geste est de Direct Aid, une ONG coétienne, dont les premiers responsables ont été sensibles aux cris de détresse de ces déplacés. Votre reportage que vous avez déjà diffusé nous a touchés et pour ça, la raison de laquelle nous sommes aujourd'hui là, pour donner notre soutien à ces familles déplacées qui vivent vraiment dans des conditions qui sont très très difficiles. Il y a une semaine, ces déplacés étaient une vingtaine en ces lieux. Aujourd'hui, ce nombre a doublé. L'association Gondan, qui leur offre le vivre et le couvert depuis leur arrivée, exprime sa gratitude aux donateurs et en appelle à d'autres bonnes volontés. L'arrondissement 3 de Ouagadougou compte plus de 1000 déplacés à ce jour. L'ONG Direct Aid a aussi pensé à eux. Le même geste est réédité, mais en quantité plus importante, au profit des déplacés et des personnes vulnérables de l'arrondissement. De quoi réjouir le maire. Le contexte sanitaire, les moments ne permettent pas aux gens de sortir d'eux-mêmes pour chercher de quoi survivre, de quoi aider leur famille. Et ce don vient à point nommé parce qu'il y a encore le carême qui est là et ce n'était pas évident. Ces vivres vont être distribués aux 3 sites de déplacés et de personnes vulnérables recensés par la mairie. Le projet coûterait environ 80 millions de francs CFA. Ce projet, ça fait partie dans le plan d'action de l'ONG pour l'année 2020. Et c'est un projet qu'on a l'habitude d'organiser chaque année. Cette année-là, nous avons à peu près 2500 kits que vous voyez ici. On a laissé 1500 kits uniquement pour les déplacer. Cette action est le point de départ d'une série de dons dans d'autres villes du pays. Fadangourma, Koudougou, Bobo Dioulasso et Pau, à en croire les premiers responsables de l'ONG. La chronique éco de ce lundi s'intéresse aux chiffres du secteur minier en 2019. Il reste la première source de recettes. En 2019, le secteur minier garde ce rang, mais avec quelques chiffres en baisse. Rémi Lambert est bien.
En 2019, 14 mines d'or et une mine de zinc étaient en production au Burkina Faso, soit au total 15 mines industrielles contre 14 en 2018. La production aurifère au cours de l'année 2019 est quantifiée à 50,6 tonnes, soit 2 tonnes de moins par rapport à la production de 2018. En revanche, la production du zinc a connu une hausse avec 211 000 tonnes contre 165 000 tonnes en 2018. En 2019, l'ensemble du secteur minier aura généré en termes de recettes pour le budget de l'État 256,4 milliards de francs CFA, soit environ 10 milliards de moins qu'en 2018. Les sociétés minières ont également assumé leurs responsabilités sociales en s'acquittant pour la première fois du Fonds minier de développement local à hauteur de 29,8 milliards de francs CFA. Les chiffres du secteur minier ont été légèrement en baisse en 2019 et cela s'explique bien. L'insécurité dans plusieurs régions du pays a impacté la production des sociétés minières qui se sont quand même montrées résilientes. Une tendance baissière qui risque de s'accentuer en 2020 avec la pandémie de la Covid-19 qui touche fortement le secteur. Mise en quarantaine de certaines mines, présence de cas confirmés sur certains sites miniers, les machines tournent certainement au ralenti avec inévitablement un manque à gagner. Cependant, l'État aurait activé toutes les diligences pour faciliter les choses et surtout pour garantir des recettes évidentes à un moment où presque rien ne tombe dans ces caisses. Les derniers chiffres de la Covid-19 au Burkina Faso avant de nous quitter. 3 nouveaux cas portant à 635. Le total des cas confirmés. 16 nouvelles guérisons portent à 469. Le total des guéris. Pas de nouveaux décès. On reste à 42 à ce niveau. 124 cas sous traitement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.